Les guerres aujourd'hui ne se déroulent pas uniquement sur les champs de bataille, elles se jouent aussi sur le terrain de l'information. C'est le thème du dernier livre de l'historien et enseignant à Sciences Po, David Colomb. Il vient de publier La guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes donc professeur à Sciences Po Paris et vous enseignez notamment l'histoire de la propagande et des techniques de communication persuasive. Alors dans votre livre, vous écrivez « La guerre de l'information constitue pour nos démocraties une menace mortelle ». Qui sont les principaux acteurs de cette guerre? Nous sommes tous et toutes acteurs de cette guerre sans nécessairement le savoir, parce que nous pouvons, comme nous l'avons été à l'instant, être émus par des images qui nous touchent, par des drames qui se déroulent aujourd'hui même au Proche-Orient, et conduit à encourager le développement de contenus par les réseaux sociaux notamment. Et derrière ces réseaux sociaux, il y a des acteurs qui les instrumentalisent pour diffuser leur narratif, leur récit, leur vision du monde et provoquer des effets dans le monde réel. Il s'agit tantôt d'acteurs étatiques, comme Israël, tantôt d'acteurs non étatiques, comme l'organisation terroriste Hamas. Et cette évolution notable que nous connaissons depuis 30 ans, c'est la résistance de plus en plus forte d'un certain nombre d'États autoritaires à ce qu'ils perçoivent comme une agression de la part des États-Unis dans le champ informationnel et qui les conduit en retour à attaquer les démocraties. Alors je vais rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Donc cette guerre de l'information fait rage sur les réseaux sociaux, on le voit dans l'actualité. Par exemple, récemment, la terrible explosion dans un hôpital de Gaza le 17 octobre qui aurait fait plus de 500 morts selon le Hamas. Deux versions contradictoires. Quelle est la stratégie du Hamas, par exemple? La stratégie du Hamas, à l'origine de cette affaire, ça a été de communiquer très largement son narratif, son récit, celui d'une frappe qui avait une origine israélienne et qui avait fait des centaines de victimes. Et cette information a été reprise mécaniquement par des agences de presse, mécaniquement par un certain nombre de médias et de journalistes, avant d'être mise en doute. Et aujourd'hui, bien évidemment, il est très difficile d'établir exactement ce qui s'est passé, qui est à l'origine de ce drame et combien il y a eu de victimes. En revanche, dans cet intervalle de quelques heures, le Hamas a produit des effets dans le monde réel. On l'a vu avec la démultiplication d'actes antisémites, des manifestations et des conséquences diplomatiques avec l'annulation d'une rencontre prévue en Jordanie. Alors il y a aussi la guerre en Ukraine. La Russie, quelle est sa stratégie à elle? La Russie mène depuis des décennies une guerre de subversion contre les régimes démocratiques. Oui, c'est ce que vous expliquez très bien dans votre livre d'ailleurs. Cette guerre de subversion a été amplifiée par les moyens que nous avons en quelque sorte offerts au Kremlin à travers les médias sociaux occidentaux américains tels que Twitter ou Facebook, qui ont été militarisés depuis une dizaine d'années pour être retournés contre nos démocraties à travers la diffusion de désinformation, de théories du complot, à travers également l'instrumentalisation notamment de tous les conflits comme celui qui se déroule en ce moment. Donc dans les grands acteurs, on peut dire qu'il y a les grandes puissances finalement? Les États-Unis sont à l'origine de la guerre de l'information à l'échelle globale. Ils ont... guerre du Golfe, Irak. Effectivement, ils ont voulu étendre au monde entier leur domination informationnelle, ce qui a produit en retour un certain nombre de réactions. Et face à eux, et face à nous aussi, les acteurs dominants de cette guerre de l'information sont la Corée du Nord, la Russie, l'Iran et la Chine, qui, de fait, sans être nécessairement toujours alliés, sont des partenaires dans une guerre mondiale de l'information contre l'hégémonie américaine informationnellement parlant, mais aussi contre nos démocraties. Alors il y a beaucoup de plateformes, mais sur Twitter, il y a beaucoup de désinformation, ce qu'on appelle de fake news. Alors comment contrôler les contenus des réseaux sociaux? La Commission européenne a tenté une première approche qui était l'autorégulation et qui a pu produire un certain nombre d'effets bénéfiques face notamment à la propagande de Daesh à partir de 2015, mais qui aujourd'hui s'est révélée inefficace face à une propagande de plus en plus développée. La deuxième approche a été l'approche de la régulation et depuis fin août a été mise en place le Digital Services Act, qui est la réponse européenne contre la désinformation. On peut d'ores et déjà faire le constat, je crois, que le DSA n'a pas produit les effets escomptés. Et on a vu notre commissaire européen chargé du numérique encourager les utilisateurs de Twitter à se tourner vers un concurrent, lui-même non européen, alors que, je crois, nous aurions intérêt à aborder cette question à travers une autre solution, consistant peut-être à nous doter d'un réseau social européen souverain,
États intègrent quant à la gestion de ces données, ne reposant pas sur une démarche publicitaire et de ciblage, et également garantissant le respect effectif des règles et des normes et des lois européennes. Alors une dernière question rapidement. Selon vous, la Troisième Guerre mondiale est la guerre de l'information. Alors comment l'affronter? Des mesures concrètes, comme vous venez de le dire, à l'échelle européenne? Vous savez, très concrètement, les États ont souvent tendance, les États démocratiques ont souvent tendance à répondre à l'offensive dont ils sont les victimes par des offensives qu'ils mènent eux-mêmes. Un État démocratique ne gagne rien à manipuler l'information et à recourir également à des mesures de restriction des libertés. Je crois qu'il ne faut pas prendre prétexte des manipulations de l'information pour restreindre les libertés d'informer, les libertés d'opinion et d'expression, mais au contraire renforcer notre système immunitaire informationnel en défendant le journalisme de qualité, c'est-à-dire le journalisme de vérification, le journalisme de service public, notamment le journalisme de service public international. Merci beaucoup David Collomb pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits.